vision de WeDrop, c'est de simplifier le quotidien en apportant de la flexibilité. Les grosses marketplaces qui vendent un peu de tout ont habitué le consommateur à un service ultra rapide et de qualité. Du coup, on fait entre moins 30 et moins 40 de charges et entre plus 20 et plus 30 de chiffre d'affaires. Le drive, c'est en train de se développer à une vitesse impressionnante. C'est-à-dire qu'en 10 ans, ils ont fait x3 sur un chiffre d'affaires au niveau des enseignes de la grande distribution. Bonjour et bienvenue sur Une voix dans l'industrie, un rendez-vous incontournable sur l'innovation de nos industries. Je suis Franck Roguier et dans ce podcast, nous explorerons les nouvelles tendances, les défis et les opportunités qui façonnent notre industrie. Chez Igus, nous croyons une approche différente. Plus de performance, moins de maintenance et plus de mouvements sans lubrification. À chaque épisode, nous rencontrerons des leaders, des experts qui partageront leur vision, leur expérience. Que vous soyez ingénieur ou tout simplement passionné par l'industrie, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à découvrir une nouvelle façon à penser industrie. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur le podcast Une voix dans l'industrie. Ce podcast est sponsorisé par Everready. C'est la solution qu'Igus a décidé d'intégrer dans notre CRM Salesforce. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur visionnaire, Thibaut Soulier, fondateur de WeDrop. Il a décidé de repenser la livraison du dernier kilomètre en alliant technologie, écologie et praticité. Grâce à ses consignes connectées, il simplifie la vie des citadins tout en réduisant l'impact environnemental des livraisons. Un échange passionnant autour d'innovation, d'engagement et d'avenir urbain. Bonne écoute. Thibaut, bienvenue dans ce podcast. Merci d'être venu. Ce podcast, c'est Une voix dans l'industrie. Tu es le fondateur de la société WeDrop, une société qui s'occupe, on va dire, de la partie drive. Et je vais te laisser te présenter rapidement et nous dire un petit peu qui tu es. Merci Franck pour l'invitation. Je m'appelle Thibaut Soulier, j'ai 32 ans, je suis le fondateur de l'entreprise WeDrop, une entreprise qui existe depuis 8 ans. On est basé à Bordeaux et on a créé des solutions robotisées pour automatiser la logistique du dernier kilomètre et plus particulièrement notre cas d'usage sur lequel on se développe le plus, c'est le drive aujourd'hui. Ok, très bien. Et quelle est la mission de votre entreprise et quels problèmes cherchez-vous à résoudre avec la solution WeDrop? Alors, la vision de WeDrop, c'est de simplifier le quotidien en apportant de la flexibilité. Ok, Alors ça, c'est la ligne directrice. Et en fait, après, notre mission, c'est de créer des outils industriels performants pour simplifier le quotidien à la fois des préparateurs de commandes, des livreurs et surtout apporter du service aux consommateurs en offrant un service pratique, accessible, facile à utiliser, facile à comprendre et qui vient s'implanter dans le quotidien des consommateurs. ok Thibaut, aussi j'avais une question. WeDrop, est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent aussi, d'où vient le nom WeDrop? Parce que je pense qu'il y a une signification. Oui, il y a une signification, on s'était un peu creusé la tête. Et en fait, WeDrop en anglais, c'est c'est la notion de déposer quelque chose de façon hyper rapide. Donc de déposer ou de retirer. Mhm. Donc c'est pour ça avec le service qu'on propose avec notre entreprise et le produit. Et le oui, c'est parce qu'on on est français et on voulait faire le jeu de mots et le liseré bleu, blanc, rouge dans le logo parce qu'on martèle que l'ADN de WeDrop, c'est de travailler avec des fournisseurs français et d'assembler en France. Très bien, là je comprends mieux maintenant le WeDrop. Super, très bien. On va continuer. Comment les attentes des consommateurs ont-elles évolué ces dernières années et en termes de services? Depuis maintenant une quinzaine d'années, il y a le click and collect qui s'est beaucoup développé. On va parler du marché français aujourd'hui. Ouais. Ça fait une quinzaine d'années et plus particulièrement 10 ans qu'on voit de plus en plus de lockers apparaître dans nos villes. Mhm. Et ça a habitué le consommateur à avoir un service, un niveau de service qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire on commande, le lendemain on est livré, on ne paye pas la livraison, on veut que ça soit pratique, que je puisse récupérer mon colis en dehors des horaires d'ouverture, là où je fais mon essence, là où je fais mes courses. Et ça a habitué le consommateur. Et du coup, le consommateur aujourd'hui s'attend, quand il achète sur Internet, à avoir un niveau de service. Et il est devenu plus exigeant. Il y a quelque chose qui est très intéressant de ce que tu viens de dire, c'est que le consommateur ne paye pas la livraison. C'est en effet une des problématiques, on va dire, parce que du coup, les grands retailers
sans les citer, mais qui ont des grosses marketplaces internationales, ont habitué le consommateur à avoir des livraisons gratuites, alors que la logistique du dernier kilomètre est très coûteuse et la logistique globale est coûteuse. Et du coup, ce qui fait que ça crée des enjeux hyper forts chez les logisticiens et chez les enseignes et chez les commerçants pour pouvoir apporter ce niveau de service en promettant une livraison le moins cher possible. D'accord. Et c'est là où il y a des solutions comme les lockers, les systèmes robotisés comme nous, et d'autres solutions hyper innovantes qui aident ces enseignes et les e-commerçants à apporter un service en ayant le moins de coûts possible. D'accord. Ok. Pourquoi la livraison du dernier kilomètre est-elle un défi majeur dans les entreprises et de la logistique à ce niveau-là? Alors, la logistique du dernier kilomètre, alors, plus particulièrement pour l'alimentaire, je vais m'attarder sur ce point. Euh, Transporter des colis, c'est déjà un défi, surtout dans le centre-ville où il y a des bouchons, il y a des horaires, il y a beaucoup de clients, il faut s'arrêter à faire plein d'arrêts. Et si vous rajoutez à ça le tri température, c'est-à-dire avoir des courses en sec, frais, surgelés, en respectant la chaîne du froid et en respectant les créneaux du client qui a commandé à telle heure sa commande, avec tous les aléas qu'il y a autour, je vous laisse imaginer les problématiques, surtout dans les grandes villes comme à Paris, par exemple. Voilà, c'est des nœuds à se faire pour la logistique. Et on le voit même des fois dans les livraisons, il y a des camions qui bloquent des rues. En fait, finalement, ça évite d'avoir toutes ces problématiques, même pour les villes, pour gérer leur flux. En fait, finalement, ça répond à une problématique du consommateur, mais ça aussi répond à une problématique des maires, peut-être aussi, des villes, pour fluidifier, on va dire. Exactement. Nous, c'est ce qu'on prêche. C'est des mini-hubs urbains ou ruraux. En fait, au lieu d'avoir 10 camions qui ont 10 colis chacun, je caricature, mais vous avez un camion et ces 10 camions s'arrêtent à chaque fois chez des particuliers dans des rues et qui bloquent et qui se garent mal. Mais vous avez un point où toutes les enseignes livrent ce point-là et il y a un camion qui vient depuis l'extérieur de la ville et qui vient. En fait, on mutualise le transport et après, il y a un mini-hub urbain automatisé pour le 24/24 ou pas, mais qui, du coup, offre la possibilité aux clients de venir récupérer tout ce qu'ils ont acheté sur Internet. Alimentaire, non alimentaire, gros volume. D'accord. Et ça, c'est des mini-hubs type station colis, comme on a développé depuis 2023 avec Westfield, au Forum DL. Ok, oui. Westfield, c'est la société qui gère les centres commerciaux. plusieurs enseignes. Ok. Et quels sont les principaux problèmes rencontrés aujourd'hui par les acteurs du commerce, justement, en termes de transport, leurs problématiques? Alors, il y en a deux principales. C'est le coût. Le coût. La livraison leur coûte très cher. Et comme on a dit précédemment, ils le facturent pas cher. Donc, ils ont un enjeu vraiment à optimiser au maximum. Et la deuxième problématique, c'est le recrutement. Ils ont du mal à recruter des livreurs, des personnes qui font les préparations de commandes. Voilà, toute la chaîne de logistique est impactée par la difficulté de recrutement. Le recrutement, en effet, il y a aussi comment on appelle, l'aspect technique. Aujourd'hui, moi, je me fais livrer de temps en temps par Amazon. Les colis sont délabrés, ils sont jetés. On n'a pas, on va dire, ce souci, on va dire, de la qualité du produit livré. En fait, ici, là, on a vraiment un produit quand même qui est livré dans la machine, et on a le click and collect, c'est ça? On appelle ça comme ça? Exactement. Qui est exactement. Dans des lockers. Moins endommagé. On va dire, en termes d'endommagement, je pense qu'il y a moins de produits endommagés. C'est ça. En fait, les produits sont endommagés parce que les livreurs ont des contraintes hyper fortes de timing à respecter. Ils vont le plus vite possible pour charger, pour décharger. Le client, il n'est pas toujours là. Du coup, le livreur doit repasser. Enfin, la livraison à domicile, c'est vraiment hyper compliqué au niveau logistique. C'est pour ça que les solutions de point relais apportent une solution qui fluidifie, qui est plus simple, à la fois pour le livreur, pour le consommateur, et qui est moins coûteux et qui a un impact environnemental positif parce qu'il y a moins de tournées de livreurs qui vont directement chez les particuliers. Ok. Et en termes d'attente de consommateurs, comment elles ont évolué ces dernières années? C'est-à-dire en termes de rapidité, en termes de fluidité de livraison. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez identifié. Ouais. Les grosses marketplaces qui vendent un peu de tout ont habitué le consommateur à un service ultra rapide et de qualité. C'est-à-dire, je commande, je suis livré le jour même et gratuitement. Donc, du coup, tout le monde s'est habitué. Et là, c'est pareil. Du coup, maintenant,
ça s'applique sur l'alimentaire également. C'est-à-dire qu'on veut commander ses courses le midi, Ouais. mais on veut être livré avant le soir. Ouais. Et même on commande à 18h, on veut commander à 18h son repas du soir. Donc du coup, ça rajoute des enjeux hyper forts pour les enseignes et pour les logisticiens. Et c'est surtout des enjeux très coûteux. Ok. Et tout à l'heure, on a parlé justement de gestion des flux dans les villes. Quel est l'impact environnemental du dernier kilomètre, justement, et comment l'innovation peut-elle contribuer à réduire cet impact si on regarde dans sa globalité Et il y a beaucoup de solutions innovantes qui permettent de réduire l'impact environnemental de la logistique, surtout du dernier kilomètre. Déjà, notre système, si on prend l'exemple, on est un locker, comme Mhm. il peut y avoir Pickup, Mondial Relay, Amazon. Sauf que comme on l'a robotisé, on a une capacité de stockage qui est peut-être 10, même 50 fois supérieure à un locker classique. Ok. On peut aller jusqu'à 1000 colis dans une machine, ce qui fait qu'on mutualise le flux à un endroit. Et au lieu d'avoir un camion qui s'arrête chez 50 clients, il livre un point avec les 50 colis. Et c'est les clients qui viennent en mobilité douce ou à pied, vu que c'est dans la ville du quart d'heure, Mhm. il faudra en mettre tous les quarts d'heure dans une entreprise. D'accord. Et il n'y a qu'un trajet de camion. Et après, il repart à l'entrepôt plutôt que de faire 50 arrêts et repartir et revenir quand le client n'est pas là. Donc c'est une vraie solution pour l'environnement, finalement. Ah oui, oui. Il y a beaucoup d'innovations dans la logistique du dernier kilomètre et je pense que ça aura des impacts très positifs pour l'environnement. Là, je vais aborder le point un peu innovation de WeDrop et la place de la robotique justement dans ce domaine-là. Comment fonctionne concrètement votre solution de robotisation? Parce que, ok, on dit que c'est une cellule de drive, de Ouais. locker, Ouais. mais comment finalement ça fonctionne? Alors, nous, c'est un locker robotisé. C'est-à-dire qu'il y a une interface, on peut la comparer à un guichet de banque, Mhm. où il y a 2 écrans avec 2 sas. Il peut y avoir 2 clients en simultané ou un livreur, un client. Et à l'intérieur, du coup, on a des structures. Mhm. Tout le système est modulable. On peut agrandir le système en fonction du nombre de commandes, du flux, des tailles de panier moyen, des tailles de colis. Enfin, tout est modulable. C'est dans l'ADN de WeDrop de s'adapter aux clients et aux besoins. Et en fait, la partie façade, il y a des sas qui permettent aux clients de retirer les commandes. Et derrière, il y a des systèmes robotisés qu'on a développés et créés qui vont chercher dans le sec, le frais et le surgelé des casiers pour les emmener devant le client. Donc la D'accord. différence du locker classique et nous, c'est que c'est le locker qui vient à vous. Et quand vous en avez plusieurs, parce que vous avez une commande à 100 €, du coup, vous avez plusieurs colis, vous allez Mhm. avoir un casier frais, un casier sec et un casier surgelé. D'accord. Mais les 3 viennent et en 3 minutes, vous avez récupéré l'ensemble de vos courses et vous pouvez repartir. Ok. Et en termes de dimension, tout à l'heure on en a discuté en off, mais tu as différentes tailles C'est de... ça. On s'adapte aux besoins, donc on a plein de tailles de machines différentes, mais il y a la largeur, c'est toujours 2,20 m, 2,60 m, 2,60 m à 70 de haut. Mhm. Et après, c'est la profondeur qui varie en fonction du nombre de commandes, du nombre de colis qu'on a à traiter tous les jours. Et on se base sur les pics, le pic Et en de termes commandes. de taille de colis, on peut aller jusqu'à où? Alors, si c'est pour du drive, nos casiers prennent jusqu'à 15 kilos et peuvent prendre des sacs remplis et des packs d'eau, enfin, voilà, ou même un peu plus. Maintenant, on a développé des solutions qui pourront prendre plus de poids. Mhm. Et pour les colis, on a des casiers qui peuvent prendre des colis jusqu'à 90 centimètres de haut, 60 de large. D'accord. Donc quand même des gros colis, on fait toutes les tailles, du format enveloppe jusqu'au format assez gros volume. Et ça, c'est le système robotisé. Et on a développé aussi un locker qui s'appelle le Mega Drop, Mhm. qui est comparable à un locker type pick-up. Donc c'est un casier, un locker à Ouais. porte, mais avec des dimensions hors normes, hors gabarit, où on peut, le locker le plus grand fait 2,50 m de haut, 1 mètre de profondeur, 1 mètre de large. Ok, on peut Et après, faire livrer un frigo. un frigo, un vélo, des skis, voilà, tout ce qui D'accord. aujourd'hui a du mal à arriver dans les points relais traditionnels, type tabac, voilà, ou petites boutiques de centre-ville, Mhm. et qui rentrent pas dans les lockers que tout le monde met en place. Du coup, on a créé un locker pour compléter cette offre-là. Parfait. Ouais, donc comme ça englobe tous les besoins d'une société qui veut, on va dire, proposer différents types de drive. C'est ça. Proposer les petits, le sec, le froid, des gros volumes, dans une seule même endroit. En fait, on a toutes Exactement. ces possibilités. C'est ce qu'on a voulu créer, c'est
on voulait créer des outils pour permettre aux consommateurs de récupérer 24 heures sur 24 tout ce qu'ils voulaient commander sur Internet. Intéressant. Ok. Et quels sont les avantages concrets de votre approche pour les entreprises de la logistique, par exemple, les commerçants, les consommateurs, les vrais avantages? Bon, tu en as cité quelques-uns. Ouais. Euh, Alors, il y a les avantages côté logistique, c'est le fait qu'on ait une très grande capacité. Ça permet de réduire le nombre de tournées logistiques nécessaires pour approvisionner un point. Mhm. On a déjà le cas là, on voit déjà dans certains cas qu'on a diminué de 25% le nombre de tournées logistiques nécessaires Ok. pour faire plus de volume, parce qu'on avait une capacité de stockage plus importante. Donc ça, c'est le premier avantage pour la logistique. Donc c'est un vrai gain. Ah, c'est un vrai gain. Déjà, c'est un gain opérationnel, mais un gain financier, parce que enlever un quart des tournées de logistique, ça a un coût. Bah oui. Et du coup, voilà, ça réduit le coût de la logistique. Le gain pour les enseignes, au niveau de la remise en main propre, c'est que la machine a une économie par rapport à des frais d'un drive classique, par exemple. C'est 40% de coût en moins. Ok. Et lié comme on offre le service 24/24, on fait plus que doubler le nombre de créneaux potentiels pour les clients. Du coup, on fait entre moins 30 et moins 40 de charges et entre plus 20 et plus 30 de chiffre d'affaires. Parce que les gens peuvent venir récupérer le soir. Archi rentable. Et vous êtes directeur du lieu. Ouais, Si on ouais. vous propose quelque chose à moins 30 et plus 30, C'est les deux. En plus, c'est même pas vase communicant. c'est Là, ça. c'est C'est vraiment les dans deux. les deux côtés. Je baisse mes Exactement. coûts, j'augmente mes ventes, L'activité. l'activité. Donc, archi Et, rentable. et le troisième avantage, c'est le principal pour nous, c'est le service au consommateur. Du coup, c'est un service qui est hyper rapide, pratique. Il peut venir chercher ses courses à n'importe quel C'est moment. flexible. C'est flexible. On s'adapte, on offre de la flexibilité dans le quotidien. Incroyable. Et en termes toujours dans la technique, l'innovation, quel type de robot vous avez développé au sein de WeDrop et comment s'intègre-t-il dans les infrastructures existantes? Parce que là, tu as donné quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Il faut que la technique puisse, on va dire, aller du froid, du sec, température ambiante, à la température négative. C'est ça. Alors nous, on a créé des systèmes. Alors on a entièrement créé le système. On est parti d'aucune solution qui existait sur le marché. Ok. On a entièrement créé à la fois les systèmes de convoyeurs qui vont dans la profondeur et qui peuvent aller de température en température, et tout le système aussi qui permet de contrôler les compartiments entre le sec, le frais et le surgelé. Je vous cache pas que la gestion du surgelé a été le plus grand défi technique. C'est un défi technique incroyable. à surmonter. Mais du coup, on a fait des systèmes qui s'apparentent à des ascenseurs et des convoyeurs un peu complexes, parce qu'on a créé aussi nos casiers. Mhm. Et en fait, contrairement à des navettes qu'il y a dans la logistique aujourd'hui, dans les entrepôts, qui prennent un niveau dans un étage, on a des convoyeurs qui arrivent à déplacer plusieurs étages en simultané. C'est ce qui fait la rapidité et la compacité de notre système. Moi, c'est vrai que quand j'avais vu un petit peu la technique de vos robots, ça me faisait penser un petit peu à Rubik's Cube. Clic, 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 clic. Ah ouais, c'est Ça hyper tourne. compact. C'est incroyable. Je veux dire, la technicité que vous avez poussée, vraiment, vraiment incroyable. Et les défis techniques en termes de en termes de réglementation, est-ce que vous avez rencontré des soucis là-dessus? Pas du tout. Alors, on a toutes les normes qui s'apparentent à une machine qui est dans le grand public. Donc, ça, avec des systèmes de sécurité très poussés pour qu'il n'y ait pas de consommateurs qui puissent se blesser, ou voilà, qui puissent pas y avoir de produits endommagés. Et après, l'autre défi, ça a été de créer toutes les briques informatiques autour de notre hardware Mhm. pour que notre brique s'intègre parfaitement dans la supply chain de nos clients. C'est-à-dire que quand l'entrepôt de préparation ou le robot de préparation prépare des commandes parce que le site internet a eu une commande d'un client, mais nous, en fait, on est déjà connectés, on réserve déjà les casiers. Et ça a été vraiment une deuxième grosse brique à créer, d'avoir un outil informatique hyper simple et qui se connecte hyper facilement à tous les outils déjà existants chez le client. Ok, très bien. On va parler un petit peu d'impact de la robotique dans la technologie de l'automatisation, notamment dans le drive, parce qu'aujourd'hui, moi-même, quand je fais du drive, il n'y a pas d'automatisation, hein, c'est basique, j'ouvre une porte, je mets un code, ça arrive. Là, WeDrop est parti carrément dans l'automatisation de ce secteur-là. Plus globalement, quel rôle
joue la robotique dans la transformation du secteur du drive pour toi? Alors, le drive, pour remettre un peu de contexte, c'est en train de se développer à une vitesse impressionnante. C'est-à-dire qu'en 10 ans, ils ont fait x3 sur un chiffre d'affaires au niveau des enseignes de la grande distribution. Entre 2013 et 2023, il y a eu x3 pour atteindre 12 milliards d'euros. Ok. Donc maintenant, en fait, les volumes que font chaque magasin ou chaque drive nécessitent des robots, à la fois pour la préparation, pour la remise en main propre Mhm. et pour le stockage. C'est quand on doit fabriquer entre 500 et 1500 commandes par jour, même si on met beaucoup d'énergie, d'organisation et de salariés, Il faut au fluidifier. bout d'un moment, on ne peut pas pousser les murs sans. Voilà. Et la robotique vient apporter l'optimisation d'espace, de coûts et surtout permettre d'atteindre de tels volumes qu'on ne pouvait pas faire avant. Ok. Et selon toi, comment la robotique et l'intelligence artificielle pourra modeler le secteur du drive, d'après toi? Alors, la robotique, c'est en optimisant, voilà, et en passant un gap, parce que je pense que le drive n'a pas fini de se développer. Mhm. Il y a de plus en plus de Français qui adoptent ce mode de consommation, préfèrent aller le soir boire un verre ou faire du sport Bien sûr. que passer 1 heure dans un supermarché immense. Du coup, il y aura de plus en plus de clients. Et comment l'IA, d'après moi, peut... Est-ce que déjà c'est quelque chose Si, ouais, qui est utilisé l'IA? on y Parce que pense et je pense qu'il y a dans le domaine du drive, il y a beaucoup de choses à faire avec l'IA et notamment pour anticiper. ouais, Anticiper des pics, c'est-à-dire en fonction de la météo, du mode de consommation, par région, euh, s'il y a un événement, s'il y a un week-end de 4 jours. Tout ça, ça permettra d'anticiper et l'IA fait hyper bien le traitement de toutes ces données-là mhm, pour anticiper des pics des ou pics et voilà, de la organiser le flux. production. Ouais. Exactement. Ok. Et quels sont les principaux freins de l'adoption de ces solutions pour les entreprises? Est-ce que c'est en termes de coûts, réglementation? Est-ce que c'est l'acceptation du marché? Euh, Alors, l'acceptation des consommateurs, je pense pas, parce que je pense que le consommateur, quand on lui propose un nouveau service qui est accessible 24 heures sur 24, ça fait que l'arranger. Le frein aujourd'hui, c'est plutôt, je reviens sur le même sujet, c'est quand on atteint un nombre de commandes journalier ou mensuel, on peut se poser la question de comment on peut optimiser plus. Et là, la robotique arrive à ce moment-là. Si on fait 5-10 commandes par jour sur un drive, je prends l'exemple, bah là, la robotique n'a pas de sens parce que du coup, 10 commandes par jour, on peut très bien, hmm, avec une organisation bien faite, les faire et les livrer. Quand on a 800 ou 1000 commandes par jour à livrer sur des pistes, ça fait 800 voitures qui viennent ouais. devant votre magasin. Là, il faut une telle cadence que là, la robotique vient apporter ce service et ce niveau de rapidité. Chez Igus, on a décidé de vous montrer concrètement comment on utilise EverReady et surtout comment cette solution nous fait gagner du temps au quotidien grâce à l'intelligence artificielle. Regardez ici un simple mail entrant, mais ça marche aussi avec les mails sortants. L'IA extrait automatiquement toutes les infos clés, nom, prénom, fonction, email, téléphone. Elle reconnaît si l'entreprise existe déjà dans le CRM. Si oui, elle ajoute le contact. Sinon, elle crée tout à partir du nom de domaine de l'adresse mail. En un an, on a gagné plus de 3700 heures, ajouté 3300 contacts, mis à jour 5300 fiches et enregistré plus de 198 000 mails automatiquement. Si vous aussi, vous voulez gagner du temps et en efficacité, foncez. Je vous laisse le lien d'EverReady dans la description. Okay. Et de toute façon, le calcul simple pour se jeter, pour faire le premier pas dans la robotique, c'est calculer le ROI. C'est-à-dire que vous regardez votre schéma actuel, vous regardez dans 2 ans, je vais faire tel niveau de commande, ou même dans un an, la robotique, je compare les coûts, vous verrez très vite la rentabilité. Non, il n'y a pas photo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même les industries, on va dire lourdes, l'automobile ou quoi, on automatise, on robotise à fond la production parce qu'en termes de ROI, c'est le nerf du sujet de la robotique, c'est le ROI. Mais là, c'est vrai que vous avez apporté la robotique au drive. C'est ça qui est très fort, je trouve. Et si on parle de l'industrie française, est-ce qu'on est bien positionné aujourd'hui pour innover dans ce domaine ou y a-t-il encore des barrières parce qu'on
actuellement, on regarde tous l'industrie, on regarde l'industrie en France, on regarde un peu ce qui se passe globalement dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on est outillé? Est-ce qu'on est accompagné? Alors oui, il y a moi, autour de nous, on fait partie de la French Fab Ouais, et d'un accompagnement de la BPI pour les startups, de l'accélération des startups industrielles. ça serait bien que tu en parles peut-être, parce que les gens peut-être qui nous écoutent ou qui vont nous Ah ouais, regarder. d'ailleurs, c'est un super accompagnement qu'on vit en ce moment. Enfin, on est dans un programme d'accélération de la BPI Mhm, dédié aux startups industrielles pour le passage à l'échelle, pour passer d'un projet qui a un marché, un produit et qui accélère mhm, à devenir une boîte industrielle d'accord. qui, voilà, une usine d'assemblage et qui fabrique. Il faut De passer fabriquer un son peu de propre produit start-up à entreprise industriel. industrielle. Exactement. Ok, Et dans ce programme, et même autour, dans tous les événements, même il suffisait d'aller à Global Industry pour voir le nombre d'innovations industrielles françaises qu'il y a. Je pense que le domaine industriel en France se porte bien, même si le contexte géopolitique, économique arrange pas tout le monde, mais on a beaucoup de bonnes idées, d'innovation, et on sait faire les choses. Et après, il y a de plus en plus d'entreprises en plus qu'on voit qui relocalisent en France. Donc, je pense que oui, le secteur industriel en France se porte bien. c'est ce que je dis souvent à mes invités ou aux personnes qui vont venir dans les prochains podcasts. Je vais recevoir notamment des personnes qui ont fait le Global Industry. En France, on a quand même, c'est vrai, les têtes pensantes, on a les sociétés, mais il faut dissocier un peu ce qu'on a envie de faire et le système politique qui ralentit un peu les choses. Ouais. Mais effectivement, si, admettons, les deux avancent dans le même pas, en fait, la France peut devenir Ah ouais, un fleuron de l'industrie. ouais, On a beaucoup incroyable. d'idées, beaucoup de personnes qui innovent dans l'industrie. Ouais. On va parler légèrement, rapidement des solutions Igus, WeDrop, Igus, les synergies en fait qu'on a amenées, nos deux sociétés. Votre solution repose sur des technologies de pointe. On voit bien en fait, même si on n'a pas tous les détails parce que c'est confidentiel, c'est quand même des solutions vraiment pointues. Quel rôle des composants innovants qu'on a pu proposer chez Igus a joué un rôle dans vos développements? Alors le premier, ça a été, dans la fiabilisation de notre système. Quand on est passé, du, prototype au premier de série, aux premières machines qu'on a mis, chez des clients, en fait, notre enjeu numéro un, c'était la fiabilisation du système. Et là, les composants Igus, nous permettaient d'atteindre des niveaux de qualité de service et de nombre de cycles, voilà, de robustesse Mmh. qu'on n'avait pas auparavant. Et en plus, on a eu un accompagnement de vos équipes au niveau technique. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'avait pas juste le catalogue, on avait des personnes chez vous, et ça, c'est ce qu'on a surtout beaucoup apprécié, qui venaient et qui disaient, bon, c'est quoi votre besoin? On a ça sur catalogue, mais nous, on disait, ça colle pas tout à fait. C'est là où ça remontait au BE, et 6 mois après, vous nous avez proposé quelque chose qui, On s'adapte. c'est ça, vous adaptez comme nous. Et ça, ça a été, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pas mal de pièces Igus, beaucoup Mmh. d'axes de la machine, et on en est très content. Très bien. Et comment voyez-vous la collaboration entre entreprises technologiques et industrielles pour accélérer l'adoption de ces innovations? Faire ce que vous faites, c'est-à-dire, beaucoup d'échanges, avec, nous, notre service R&D, vous, votre bureau d'études, montrer les innovations, visiter votre usine, venir chez nous et découvrir vraiment, connaître le produit de vos clients. Ça, c'est la base de tous les fournisseurs pour pouvoir Bien travailler sûr. main dans la main, Nous, on avec, a, on a, on a un mot pour ça, alors que ce soit pour les équipes commerciales, moi quand je travaillais avec eux, ou le commercial avec le client. On appelle ça, nous, le Gamba Walk, c'est d'aller là où ça se passe, voir ce qui se passe. Parce que pour nous, le business, c'est pas au téléphone, c'est pas derrière une visio, c'est sur site, c'est de voir vos problématiques. Et aujourd'hui, quand il y a un bon échange, on peut trouver des solutions hors catalogue, comme on a pu le faire avec vous. ouais, Et exactement, ou hors catalogue, ou même nous, on a trouvé des solutions qui étaient pas pour un usage particulier chez vous à la base, ouais, qu'on a détourné de son sorti usage. du contexte. Exactement, et au final, ça marche hyper bien, et aujourd'hui, on arrive à atteindre un nombre de cycles hyper impressionnant sur certaines pièces de la machine, et ça nous a bien aidé dans la fiabilisation. En Et tout cas, on utilisera, même maintenant qu'on a industrialisé la solution,
on continue d'utiliser des pièces Igus. Très bien. En tout cas, nous, on était ravis de ce développement avec vous. C'est parce que pour nous, chaque nouveau projet, comme le tien, hein, qui sort d'un contexte, qui sort d'un secteur d'activité qu'on ne connaît pas, on prend ça un petit peu, comme toi tu l'as fait, un défi, et comment on peut avancer mutuellement. Et on est très fiers de travailler avec WeDrop. Merci. On va passer maintenant un petit peu dans le futur de la logistique et de la robotique. Un petit passage que je voulais aborder avec toi, c'est comment vois-tu l'évolution du drive dans les 5 à 10 ans à venir, sachant qu'aujourd'hui, même si je l'ai expliqué au départ, tu as commencé avec ton idée, tu as créé une équipe, mais tu as une vision, je pense. Oui, alors nous, la vision WeDrop, c'est devenir une entreprise industrielle qui continue à innover, apporter des solutions pour s'adapter toujours un peu plus aux besoins des enseignes de la grande distribution et aux consommateurs. Ça, c'est vraiment le cœur de WeDrop, c'est de réfléchir comme ça. Et en parallèle de ça, c'est réussir à suivre le développement de l'activité du drive en France, qui va continuer à croître hyper rapidement. Pour répondre aux enjeux du consommateur. C'est-à-dire le consommateur, ils iront de moins en moins dans les magasins. Ouais. Vous voyez, les tailles de magasins vont réduire petit à petit, mais par contre, le nombre de drives vont augmenter et vont venir dans les campagnes, se mettre dans les petits villages, là où il n'y a pas dans les zones blanches, sur notre chemin du quotidien. Et du coup, le drive, dans les 5 à 10 ans, vous allez en voir partout, un peu à la façon locker du click and collect colis, qui est le développement qu'il y a eu depuis 10 ans des lockers. Et maintenant, c'est le drive qui va se développer de la même façon. Ok, très bien. Et quels sont les grands défis à venir pour WeDrop et pour l'ensemble du secteur? Alors, pour WeDrop, c'est réussir un passage à l'échelle industrielle tout en restant fabriqué en France. Ça, c'est vraiment dans l'ADN de WeDrop. De travailler avec des fournisseurs français, d'avoir une relation long terme. On a des fournisseurs qu'on a depuis le début de la création de l'entreprise, qui nous accompagnent et qui grossissent avec nous, et d'autres avec qui on travaille qui sont beaucoup plus gros que nous. Et le défi, du coup, c'est le passage à l'échelle industrielle pour pouvoir faire des centaines de machines d'ici quelques années. Aujourd'hui, tu en fais combien par mois et combien estimes-tu dans quelques années? Ou qu'est-ce que tu voudrais? Aujourd'hui, on est à un projet et demi, 2 projets par mois à partir de cet été. D'accord. On va passer à 4-5 projets par mois l'année prochaine. Et ensuite, entre 10 et 15 projets par mois l'année d'après. Et l'objectif, c'est de réussir ce passage, parce que c'est des gaps industriels hyper importants. Ouais. Et là-dessus, la BPI nous accompagne hyper bien en nous mettant à disposition des experts sur les thématiques production, maintenance, déploiement. Là-dessus, je dis que du bien de cet accompagnement. Très bien. Et concernant la France et l'Europe, est-ce qu'on a les moyens de devenir le leader mondial des drives robotisés? Alors, la France est déjà le premier marché européen du drive. Okay. Les Français ont adopté ce mode de consommation bien avant les autres, et de plus en plus. Aujourd'hui, on a un peu sondé avec la CCI internationale les marchés européens, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre. Et le sujet du drive commence à apparaître doucement, mais du coup, quand ils vont se développer de suite au niveau technologique du drive d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc, avec des robots de préparation de commandes, une chaîne de logistique hyper optimisée, et je l'espère, avec des robots pour délivrer les commandes. Très bien. Et on va arriver sur la fin de ce podcast, Thibaut. Si tu avais un message à adresser aux entreprises qui hésitent encore à adopter des solutions robotisées pour leur logistique, le drive, quel serait-il? Calculer le ROI. Ouais. Prenez le temps de rencontrer des roboticiens, rencontrer plusieurs roboticiens qui font des robots qui s'adaptent à votre besoin, et comparer le ROI sur votre volume d'affaires actuel et en augmentant votre volume d'affaires. Et la robotique, c'est que la ROI, que du ROI. Si ça vous permet d'aller passer un cap en réduisant les coûts, c'est du bon sens. Vous choisirez la robotique.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le bon sens est important. Hyper important. Hyper important. Ok. Et maintenant, où est-ce qu'on peut suivre les actualités de Thibaut, de WeDrop, pour te suivre un peu dans l'évolution? Parce que ça va être une société pour moi qui va grossir. Et je pense que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent sur l'Apple Podcast, on est sur Deezer. Et ouais, c'est ça. Où est-ce on peut te suivre? Alors moi, j'essaye de communiquer sur l'activité de WeDrop et sur comment on se développe. J'essaie de communiquer chaque semaine sur LinkedIn. Donc si vous suivez, vous voulez suivre l'actualité. Et vous allez voir, à partir de cette année, beaucoup de projets fleurir un peu partout en France, avec des grandes enseignes de la grande distribution. On a une vraie accélération à partir de cette année. Très bien. Est-ce que vous participez des fois à des salons? Est-ce que ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que des salons, des fois Oui. Alors, on avait mis un peu en stand-by les autres années pour se concentrer justement sur la fin de l'industrialisation du produit. Et là, cette année, comme on commence à avoir des chiffres hyper parlants de cas d'usage chez des clients, on se remet à communiquer et on va faire des salons type NRF, Global Industrie, on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, on s'y est vu. Et voilà, on va faire des salons à thématique retail, logistique et robotique. Essentiellement en France ou à l'étranger? Parce qu'il y a des gros salons à l'étranger qui sont dedans normalement. On va commencer à faire des salons à l'étranger. Très bien, ok. Super. Bon, en tout cas, merci pour cet échange, Thibaut. Pour moi, ce fut un plaisir parce que même si je connaissais WeDrop, je te connaissais, mais au moins là, j'ai un peu plus de détails. Et le fait de partager un petit peu ta connaissance, ton projet, ton envie de faire évoluer la société, ça me plaît toujours bien. Merci Franck pour l'invitation. Merci à toi. Plaisir. À bientôt. À bientôt.